Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 364 du podcast Touchdown Actu, même 365. Allez, je vous fais un prix parce que j'en ai oublié. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview NFL. Nous sommes désormais en semaine 4 qui arrive. À mes côtés pour présenter tout ça, Grégory Richard, bonjour. Salut Alain et bonjour à tous. Au programme de cette émission, une question d'actu un peu provocante. On se demandera si les Patriots ont gagné au change avec Cam Newton plutôt que Tom Brady. On se tournera ensuite vers une affiche de la semaine à haut risque et direction enfin les pronos et vos questions. Je réalise que je n'ai pas les scores des pronos sous les yeux. Il va falloir que je retrouve ça. Tiens, c'est bizarre. Rapidos. Oh bah non, tu sais, moi je me porte plutôt pas mal sur oui, ces pas, pronos, ouais. donc je vais pas me plaindre. Premier jingle et la question d'actu. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. La question d'actu de la semaine est plutôt simple, mais plutôt osée. On l'a dit, les Patriots ont-ils gagné au change avec Cam Newton? On parle évidemment d'un triple MVP, sextuple champion du monde qui est parti, champion NFL. Mais c'est le monde. Mais oui, c'est pareil pour eux. Qui est parti donc avec Tom Brady, mais quand même. D'ailleurs, on va commencer par une question très simple. Greg, est-ce que les Patriots seraient meilleurs aujourd'hui avec Tom Brady qu'avec Cam Newton? Je sais pas forcément. Allez, c'est une très bonne question, Monsieur Mattei. Ce qui serait meilleur, en tout cas, ils auraient peut-être, comment dire ça, ce qui serait meilleur. Si tu, J'aime bien te mettre face à des questions horribles. Non, mais tu vois, j'essaie de retourner le problème un peu dans tous les sens pour voir un petit peu comment répondre au postulat de départ, même si bon, il n'y aura pas de vraie bonne réponse au final. Non, mais là, on sent le mec qui a un compte Twitter et qui craint, tu vois. C'est ça, il sait que le public peut l'atteindre. Non, mais voilà, j'allais dire au moins, je sais pas si ça aurait été, s'ils ont forcément gagné au change. Et si ça aurait été moins bien avec Tom Brady, en tout cas très clairement, est-ce que c'est les Pats qui se sont adaptés à Cam Newton? Est-ce que c'est Cam Newton qui correspond bien à ce que mettent en place les Pats? Parce qu'encore une fois, un jeu un peu plus axé sur le sol depuis quelques mois, c'est pas ce qu'on découvre non plus offensivement du côté de New England, avec des backfields très très fournis. Je veux dire, Sonny Mitchell est là depuis maintenant, je crois que c'est la 3e année dans la ligue. Burkhead a toujours été un joueur assez souvent utilisé par McDaniels. James White également, forcément, de par son impact, son TD au Super Bowl, etc. Enfin, voilà, c'est un backfield qui reste relativement fourni et assez performant ces dernières années, justement en anticipation de l'âge avançant et du déclin progressif quand même de Tom Brady. Donc, c'est sûr qu'après Cam Newton répond à cette capacité à brouiller un petit peu les cartes, à jouer peut-être un petit peu plus de l'option également, ce qu'on a pu voir de temps en temps sur certaines séquences. Et en tout cas, ça se marie bien pour rendre cette attaque du New England relativement inarrêtable. Voilà, je précise, on n'est là ni pour troller, ni pour donner des avis absolus ou quoi, mais là, je trouve qu'en effet, la réflexion est ouverte au sens où, comme tu le dis, Cam Newton correspond peut-être plus à la situation actuelle des Patriots, où ils ont peut-être besoin d'un mec un peu plus polyvalent, et Newton, il a quand même un effet similaire un petit peu à un Lamar Jackson, qui est que rien que sa présence et de le jeu au sol, vu que lui-même est une menace, et c'est pas du tout le cas de Tom Brady, qui se retrouvait quand même figé, dans une position de passeur classique avec finalement peu de cibles à sa disposition. Et Newton peut s'adapter un peu plus, encore une fois, à cette disposition de priorité au sol et quelques cibles où on plante des banderilles. Et clairement, cet apport, il est évident. On était à 106 yards de moyenne l'an dernier pour les Patriots au sol. Et là, ils sont à 178 après 3 matchs. Alors, ça va se calmer un petit peu probablement. Mais ça en fait
pour moi une meilleure attaque dans l'ensemble. C'est pas à dire que Newton est un meilleur quarterback que Brady, hein, c'est pas du tout le propos, mais en tout cas, je trouve qu'il est plus adapté au schéma et il est plus adapté à la situation actuelle. Mhm. Donc ça me semble être au final presque un meilleur choix, quoi. Et je comprends presque pourquoi ils n'ont pas eu tant de mal à laisser partir Brady. Alors évidemment, à ce moment-là, ils n'avaient aucune idée du fait qu'ils allaient avoir Cam Newton. Je ne sais même pas s'il était coupé et ils le signent qu'en juillet. Ouais, c'est un peu ce que j'allais dire. Alors, je voulais pas trop anticiper par rapport au reste de la conversation, mais c'est vrai qu'au final, je te rejoins. On va pas jusqu'à dire que Newton est meilleur que Brady. Je pense que d'un point de vue carrière, ça se discute même pas. Maintenant, concrètement, de par la situation, en tout cas, les Pats ont extrêmement bien joué et s'en sortent très très bien en ayant la possibilité de récupérer un Cam Newton et en ayant fait cette espèce de pari, si je peux parler ainsi, du fait de se séparer de Brady sans vraiment avoir de solution immédiate derrière. Mais le fait de ne pas avoir choisi de drafter quelques quarterbacks que ce soit, en tout cas un quarterback d'impact, et d'avoir été aussi patient justement pour profiter d'une situation avec un quarterback revanchard et qui justement, comme tu dis, se marie bien dans un système, c'est encore la preuve que ça a été extrêmement bien géré de la part de Belichick, sur et en dehors du terrain. Et après, si tu regardes les stats, alors évidemment qu'ils ne disent pas tout, mais la grande crainte, c'était que Newton ne soit pas remis déjà de sa blessure à l'épaule, parce qu'il y avait quand même ça, hein, qui était la grande inconnue. Et sur le côté passeur, il se débrouille quand même plutôt pas mal, puisque si on regarde après 3 matchs, Brady, c'est 65,1% de passes complétées, 753 yards, 6 touchdowns, 3 interceptions. Newton, c'est 68,1% de passes complétées, 714 yards, donc il en a un peu moins, il a 40 de moins, 2 touchdowns, 2 interceptions. Donc il a moins de rendement en termes de touchdowns, mais il y a 4 touchdowns au sol. Oui, alors, il y a 4 touchdowns au sol. Après, c'est vrai que pour le coup, alors, au niveau du jeu à la page, je trouve qu'on n'en a pas vu énormément. Encore parce que c'est vrai qu'il y a 2 rencontres, notamment les 2 matchs à Foxborough où New England vraiment au niveau du jeu au sol assoit sa domination et se facilite la tâche dans ce domaine-là. Après, face aux Seahawks, dans un match où le jeu au sol était un peu plus cadenassé en l'occurrence, on l'a vu réussir à trouver des solutions. Alors les Seahawks, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que le jeu contre la passe n'est pas fabuleux cette saison du côté des Seahawks. Mais tu l'as dit, de par le corps de receveurs qui était quand même assez restreint, puisqu'en dehors d'Edelman, de solutions. Sur le poste de tight end, ils arrivent à bonifier un tant soit peu un Ryan Iso qui n'était pas pressenti initialement comme concrètement un vrai titulaire d'impact. Et voilà, après, ce qui joue aussi en sa faveur, je ne sais pas si tu allais en parler, mais c'est aussi cette ligne offensive, ça aussi dans le schéma offensif qui est mis en place par McDaniels, cette ligne offensive très agressive, très en mouvement et capable justement de permettre à cette attaque de New England de jouer tout en vitesse et en prise d'espace, bah, ça fait les affaires de Cam Newton et de son backfield offensif en règle générale. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que je disais au préalable, on voit quand même qu'il a ces certaines polyvalences malgré tout, ce jeu à la passe qui permet quand même de bonifier le peu d'attaques aériennes qu'il y a globalement. Après, il faudra voir si ça peut être concrétisé un peu plus dans les semaines à venir. Ah bah, tu l'as dit, sur Seattle, il est à 30 sur 44, 397 yards à la passe. Il a toujours un gros bras. Il l'a montré sur certaines actions depuis le début de la saison. Il a quand même toujours l'expérience d'un MVP. Il a toujours je ne sais pas s'il a encore du potentiel, mais en tout cas, il a du bras et du potentiel dans cette attaque. Il peut développer des choses. Et moi, ce qui me marque aussi pour dire qu'aujourd'hui, c'était peut-être le joueur idéal et l'homme de la situation et l'homme qui tombe à pic ou ce qu'on veut, c'est qu'au final, il tombe aussi dans un contexte qui, je trouve, lui convient plus. Il a l'air, par exemple, c'est un exemple comme un autre, mais il est très positif en conférence de presse, notamment au sujet d'un Nikhil Harry, qui était vu comme un des points l'an dernier problématique. Brady avait du mal à trouver le rythme avec lui, il se frustrait du manque de cible, etc. Là, on voit un Newton qui le rassure, mais c'est peut-être aussi un truc générationnel. Je veux dire, Newton, il a 12 piges de moins que Brady, il se connecte peut-être un peu mieux. Enfin, il a 31 ans, mais il écrit de toute façon sur les réseaux sociaux comme s'il en avait 18, donc il se connecte sûrement très bien avec un receveur qu'on a 23. Mais ce que je veux dire, c'est que Harry est à 15 réceptions pour 145 yards, il a déjà plus de réceptions que l'an dernier. Alors évidemment, il y avait des blessures, mais j'ai l'impression que Newton, avec en plus l'envie de se refaire une image et de se refaire tout court, arrive dans un contexte qui est quand même plus favorable, où il va peut-être mieux se connecter avec les mecs maintenant qui arrivent, et où en plus, encore une fois, on finira probablement là-dessus, mais il a 31 ans, ce qui n'est pas si vieux que ça maintenant en NFL.
il a peut-être même le Mais potentiel d'avoir un peu d'avenir pour cette équipe, quoi. Ouais, enfin voilà, 31 ans, après, tout dépend de ton style de jeu. Encore une Oui, fois, Brady va jusqu'à l'âge qu'il a il ira pas parce jusqu'à qu'il a jamais 43. joué comme Oui, Cam Newton aussi. c'est vrai. Et parce qu'il a souvent excellé dans la poche, très bien protégé, globalement très peu blessé en dehors de la saison 2008. Mm. Donc franchement, oui, là-dessus. Quelques petites choses quand même pour Cam Newton. Alors déjà, encore une fois, on aime ou pas ces phrases. C'est vrai que bon, il y a quelques petites polémiques, ses propos un peu misogynes en conférence de presse, sa réaction un petit peu. On l'a démonté là-dessus sur le site, mais ça commence à remonter quand même. Oui, oui, bah, ouais, en tout cas, on peut pas mettre ça de côté non plus. Hein. Non, mais Jusque-là, il y a pas c'était il y a de. 6 ans, 7 ans, quoi. Oui, non, mais c'est des choses qui restent quand même dans les esprits malgré tout. Mais encore une fois, je contextualise avant Mm. justement de repartir sur autre chose. Mais il y a eu ça, il y a eu en effet sa réaction post du Super Bowl où on pouvait justement le traiter un petit peu de personne immature. Justement, comment dire, ces facteurs-là, ces événements-là qui font que justement ça dépeint une image très négative du joueur. Mm. Après, mine de rien, quand tu l'écoutes, j'ai beau pas aimer le profil de joueur de quarterback, quand tu l'écoutes, c'est un mec qui est loin d'être con. Ah oui. C'est un mec dont tu sens vraiment qu'il a un leadership, qu'il a vraiment un esprit très réfléchi sur le jeu. Et encore une fois, vu les bases avec lesquelles il arrivait en NFL en provenance d'Auburn, où il était essentiellement un quarterback qui courait, tu ne deviens pas un joueur avec un tel potentiel en NFL sans justement voilà, travailler dur, travailler justement la science du jeu. Et encore une fois, ça là-dessus, je n'ai pas de doute sur son leadership et sur sa capacité à comprendre le foot. Ce que j'allais dire aussi, pour en avoir discuté avec une personne que je ne citerai pas, mais qui fait quelques podcasts sur le football universitaire et qui suit les Patriots de très près, c'est vrai qu'il m'expliquait que, en l'occurrence, il y a un contexte quand même qui fait que Newton, dans les faits, peut pas arriver et tout casser. Enfin, je veux dire, tout casser dans le sens peut Ah bah non. pas semer la zizanie. Ah Il bah arrive non. dans une institution qui est quand même très bien menée, à 31 ans, où il sait que s'il se fait dégager, il aura probablement plus d'autres opportunités. En tout cas, pas dans un contexte qui lui permet éventuellement d'aller chercher le Super Bowl. Mm. Il a effleuré il y a quelques années de ça, mais qu'il a toujours pas à l'heure actuelle avec les années qui s'accumulent. En effet, un style de jeu qui peut en effet raccourcir sa carrière. Donc, je te rejoins. Il y a des choses qui font que, en effet, d'un point de vue mentalité, d'un point de vue leadership, c'est quelque chose de très intéressant pour lui et pour sa franchise. J'attends encore de voir comment ça va se passer s'il y a un petit grain de sable. Mm. Mais en effet, sur le principe, c'est tellement un deal gagnant-gagnant que globalement, je trouve que c'est intéressant de par ce qu'il produit et de par ce qu'il apporte en interne au niveau de cette équipe. Un truc pour illustrer le fait qu'il n'est pas idiot, c'est quand même qu'il est arrivé que le 8 juillet dans cette Oui, équipe bien sûr. de New England, Mhm. qui est quand même pas réputée pour être facile d'accès en termes de plan de jeu. Donc, il a quand même une certaine connaissance du jeu qui fait qu'il est déjà opérationnel rapidement. C'est vrai qu'on oublie vite, je trouve qu'il est arrivé en juillet. Il n'est pas là depuis le mois de mars. Il n'a pas eu tout le printemps pour étudier. Oui, Donc, après l'intersaison fait qu'il n'y a pas énormément de joueurs qui ont pu non, arriver bien en amont, mais j'entends ce que tu non, dis. mais C'est tu vois, en vrai termes de que communication, de se faire vu le envoyer le playbook, ça aide contexte, aussi. il n'arrive pas. Bon, après c'est peut-être de la com, mais il arrive pas. Il n'est pas annoncé d'emblée comme quarterback numéro 1. Oui. Voilà, même si on peut se douter quand même qu'il aurait in fine été titulaire, mais oui, non, c'est sûr que je te rejoins. Voilà, Mais tu vois, tout ce qu'on Ouais. dit là, le leadership qu'il peut avoir en étant bien encadré, les capacités qu'il a à s'adapter au jeu, etc., encore une fois, me font dire, sans encore une fois remettre en cause les qualités intrinsèques de Brady ou sa carrière, qu'au final, en plus à 31 ans, sur un micro-contrat, parce qu'il est payé $1 million, alors nous, ça nous suffirait, mais lui, c'est minuscule. Donc avec ça, si en plus ils arrivent à trouver un terrain d'entente pour le prolonger pour quelques années, tu vois, c'est presque comment dire, de la tactique New England, quoi, au sens où les mecs ils vont se réussir à avoir un quarterback un peu en dessous du prix du marché pour construire leur équipe, comme à l'époque Brady baissait ses contrats, et un mec qui fera ce qu'il faut, tu vois. Brady n'était pas Patrick Mahomes ces dernières années non plus, tu vois, mais il faisait le taf, et Newton pourrait être ça. Je trouve qu'à 31 ans, Ouais, pour moi, mais c'est un bon pari, et peut-être le mec de la situation pour 2-3 ans. oui, oui, bah oui. Bah après, est-ce que 2-3 ans, tu appelles ça du long terme? C'est ça la question, c'est que ça reste à Bah, l'instar de Brady, alors,
sur un contrat quand même de courte, moyenne durée, quoi. C'est Ouais, pas un mais- quarterback sur lequel tu as misé sur les 7-8 prochaines saisons, c'est ce que je veux dire. Non, non, mais tout le monde peut pas avoir ça. Et le truc, Mm. c'est que cette équipe joue la gagne en permanence. Donc ça, c'est aussi, Ah oui, oui, c'est ce qui te permet de rester voilà. performant à un minimum pendant une certaine période. Tu le disais, oui, une fenêtre de 2-3 ans éventuellement. T'as un des plus Mais vieux c'est coachs, t'as un des plus vieux coachs de la NFL, pas le plus vieux, je crois, Pete Carroll est plus vieux, mais t'as un des plus vieux coachs de la NFL, donc il a forcément pas envie de s'envoyer une reconstruction complète, un rookie, un machin. Oui, oui, bien sûr. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment un plan valable. Et après, 2-3 ans déjà en NFL, c'est quand même plutôt long. Et dans un monde où on risque tous de mourir du Covid dans les 4 minutes qui viennent, c'est quand même très très long, 2-3 Oui, ans. et puis encore une fois, alors c'est vrai que tu le dis bien, Belichick, pour le coup, il vient pas forcément pour enfiler des paires et pour faire des saisons à 4-12 en attendant Bah, c'est ça. de prendre sa retraite. Maintenant, on sait, alors bon, c'est toujours pareil, les déclarations à l'époque, info, intox, tout ça, mais je pense qu'il y a quand même dans le souhait de laisser New England en bon état quand il part. Et je pense que le but Oui. du jeu, c'est pas seulement de mettre Newton en place et une fois qu'il aura tiré le meilleur de Newton et qu'il aura vu qu'il y a le déclin, partir. En ayant prouvé qu'éventuellement il a pu réussir avec un autre QB que Brady, parce que ça c'est la grande question éternelle en NFL depuis des années et des années. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi dans la volonté peut-être de drafter un quarterback l'année prochaine et puis de le former éventuellement derrière Cam, justement en amplifiant justement cette question de leadership, le fait de couver un autre quarterback, ce que visiblement Brady était pas toujours très chaud pour faire, des échos qu'on Oui, pouvait oui. avoir. Après, Pourquoi pas éventuellement préparer ça durant la petite fenêtre où Newton pourrait jouer du côté de Foxborough. après, comment dire, il a, je sais plus, 65 ans ou quelque chose comme ça, un peu plus. Qui ça, Belichick? Ouais. Je crois qu'on avait dit 68. Bon, en tout cas, non, mais tu vois, en plus, on sait qu'il a plus ou moins passé un pacte avec le diable, donc on ne sait pas combien d'années il lui reste à coacher, tu vois. Donc, il peut être là encore un long moment. Il va survivre à la guerre civile états-unienne post-élection présidentielle, au Covid. Donc, non, il y a encore beaucoup de temps. Il est légitime de poser la question dans l'autre sens quand même. Est-ce que les Buccaneers seraient meilleurs avec Newton? Tu vois, je t'ai fait. Est-ce que les Patriots seraient meilleurs avec Brady maintenant? Est-ce que les Buccaneers seraient meilleurs avec Newton? Je pense pas. Voilà, là on est d'accord aussi, parce que Je je trouve que le deal tombe bien pour les deux franchises. Enfin, c'était pas un deal, mais je trouve que les deux sont bien tombés. Les Patriots avaient besoin d'un mec qui sait tout faire, ils ont eu avec Newton. Les Buccaneers avaient besoin d'un quarterback propre, ils ont eu avec Brady. C'est ça. Voilà, Ouais. on est d'accord. Et ben écoutez, tout le monde est adapté. Il y a quand même une petite remarque, c'est que je trouve qu'il est quand même incroyablement plus fun à avoir joué. Je vais me répéter de l'émission de mardi, mais je trouve. Tiens, t'es plus intéressé par les matchs des Patriots ou des Buccaneers cette année? Oh. Pourquoi choisir, c'est renoncer, monsieur Mattei. Non, je sais pas. Non, Les Bucks, encore une fois, c'est un peu plus. Ouais, c'est un peu plus excitant parce qu'il n'y a pas que le poste de quarterback en l'occurrence qui a été modifié. Il y a des choses à voir dans le backfield et tout. Après, que l'attaque des Pats soit bien huilée, c'est un fait. Après, si tu me poses la question à moi personnellement, je suis plus intrigué par ce que fait Tampa, en plus adversaire de division. Mais oui, non, je peux comprendre qu'une équipe est très intéressée autant par l'un que par l'autre. Ouais. Bon, bah, tu vois, comme ça, il y a les deux. Parce que dans l'émission de mardi, j'avais dit que je trouvais pour le coup, j'étais étonné de trouver les Patriots beaucoup plus excitants que les Buccaneers cette année pour l'instant. C'est le moment où tu es obligé de te mouiller, de donner une réponse définitive qui sera évidemment gravée dans le marbre et qui te reviendra aux oreilles toute la semaine sur Twitter. Est-ce que les Patriots ont gagné au change? Ils n'ont pas perdu en tout cas. Pas mal, pas mal. Pas mal. Alors, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives à la contourner comme ça, mais c'est tellement bien joué. C'est presque du génie. Bon, moi, je vais me mouiller et je vais dire oui. On passe à la fiche de la semaine. Top flight on three. 1, 2, 3, top flight. Décidément, avec les jingles aujourd'hui, la fiche de la semaine, c'est les Texans contre les Vikings. Aucune victoire, et 6 défaites en cumulé pour ces deux équipes. Alors pourquoi la fiche de la semaine? Oui, pourquoi? D'abord parce que le Titans Steelers est quand même en grand danger de Covid au moment où on se parle, et parce que ces deux équipes étaient quand même au deuxième tour des playoffs l'an dernier. Donc il y a 9 mois de ça, quand je dis l'an dernier. Les deux ont commencé avec des calendriers très difficiles. Chiefs, Ravens, Steelers pour les Texans et Packers, Colts, Titans pour les Vikings. Donc c'est que des équipes en bilan positif, voire plus. Il y a les Texans ont joué 2 équipes à 3-0, une équipe à 2-1, et les Vikings, pareil, 2-3-0 et 1-2. Sachant que l'équipe à 2-1 dans le lot, elle a perdu contre une équipe à 3-0. Exactement, en plus, les Ravens ont perdu contre les Chiefs. Grégory, qui pour toi, on va partir très large, qui pour toi a la meilleure chance de se relever entre les Texans et les Vikings?
En tout cas, a priori, de ce qu'on a vu, notamment le week-end dernier, alors certains diront que Minnesota n'est pas passé loin contre Tennessee non plus, ils ont mené pendant une large partie de la rencontre. Houston a l'air quand même de montrer des choses assez intéressantes. C'est vrai que le calendrier leur est pas forcément favorable. Il y a des choses qui inquiètent d'emblée, et encore plus quand tu t'apprêtes à jouer les Vikings. Je pense notamment au run-stop, qui a l'air de pas mal souffrir en ce début de saison. Alors on dira, voilà, bon, c'est sûr, ils ont joué des équipes qui pouvaient être quand même plus ou moins bien armées au sol. Après, on voit que par exemple, un Clyde Edwards-Helaire qui leur a marché dessus en première semaine, c'est Oui, pas autant depuis, baladé sur les autres mm. semaines de compétition. Donc ça interroge quand même sur la capacité notamment du premier rideau à bien stopper le courant adverse. Et c'est sûr que là, face à un Dalvin Cook qui est vraiment, je dirais pas la seule, je vais pas grossièrement exagérer sur ce profil-là, mais en tout cas, on voit que la patte Gary Kubiak reste globalement la même, avec un jeu au sol très très ancré, malgré un jeu à la passe qui est un peu plus inconstant. Et c'est sûr que ça peut donner des idées à Minnesota pour contrecarrer cette équipe de Houston. Après, il va falloir aussi que cette équipe de Minnesota arrête Houston. Alors, me fais pas tout. On va commencer Pardon, par là. vas-y. Les défenses, deux défenses de l'enfer. Les Vikings sont 31e sur les points encaissés, 34 points par match. Les Oui. Texans sont 29e, 31,7 points par match. Donc, a priori, les attaques vont pouvoir se relancer, en effet. Ouais. Tu l'as dit. Alors, il y a grosse opposition de style. Minnesota, c'est 8e au sol, 146 yards par match. Boum, boum, boum. On va au sol d'abord. On laisse Kirk Cousins après. C'est ça. Houston, c'est avant-dernier au sol, 66 yards par match. Et leur tactique, c'est tiens, DeShaun, voilà le ballon, bon courage. Tu paries sur qui dans ce genre de cas? Quand tu as une équipe qui peut bourriner au sol, mais avec un quarterback incertain, et une équipe qui a un très très bon quarterback, qui est probablement top 10 de la ligue maintenant, mais pas grand-chose autour. C'est ce que je commençais à te dire. Moi, je pense que c'est ce qui m'incite à pencher un peu plus du côté de Houston. Parce que, en effet, il y a quand même une défense contre la passe à Minnesota qui me paraît vraiment en difficulté. On sait, Danny Hunter toujours blessé. A priori, il n'est pas forcément sur le chemin du retour immédiat, en tout cas. Donc, ça continue de laisser un Yannick Ngakoue relativement seul sur le pass rush, je vais y arriver, et décidément et surtout d'exposer quand même ce backfield défensif qui reste jeune et sujet aux blessures. Donc, c'est vrai que là, en l'occurrence, surtout avec une ligne des Texans qui n'est pas hyper assurante, comme c'est un peu le cas assez souvent, mais voilà, avec une ligne qui reste extrêmement poreuse. Si en face, il n'y a pas beaucoup de pass rush, ou en tout cas un pass rush muselable, entre guillemets, ça peut quand même permettre à Watson d'avoir un peu plus de brèche que ce qu'il pouvait avoir lors des 3 premières semaines. Et justement, aux Texans de se remettre un petit peu dans le bon sens, offensivement et du coup d'un point de vue comptable. Je me fais l'avocat du diable ou des Vikings ou des deux. Houston, je te trouve un peu optimiste. Houston, c'est 308 yards en attaque. Il n'y a que les Broncos et Washington et les deux équipes de New York qui font pire. C'est 13 sacs encaissés depuis le début de la saison. Il n'y a que les Bengals qui font pire. Ouais. Du coup, si Yannick Ngakoue est à peu près réveillé, il doit pouvoir aller toucher Watson une ou deux fois. Il n'y a quand même pas grand-chose en attaque du côté de Houston. Donc, si Minnesota met la main sur le match avec un peu de jeu au sol, il y a moyen. Ouais, mais déjà, il faudra qu'il le mette la main sur le jeu au sol, encore une fois, parce que c'est tellement unidimensionnel que si vraiment Houston se réveille un petit peu ou arrive à freiner un tant soit peu Dalvin Cook, là, je suis plus inquiet sur Kirk Cousins que sur Deshaun Watson, en l'occurrence. Alors, après, je te dis, on a parlé du calendrier. Enfin, Houston, je veux dire, encore une fois, bon, Baltimore dans les airs en défense, c'est pas extraordinaire depuis le début de la saison de ce qu'on en voit. Maintenant, encore une fois, Kansas City, ils ont démontré qu'en défense, depuis le début de la saison, il fallait les prendre au sérieux. Et ils jouent quand même la défense de Pittsburgh où le pass rush arrive à être partout. Donc, c'est ce qui m'incite à relativiser un petit peu. Après, je te rejoins, tout n'est pas rassurant. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que tu me dis oui, si Minnesota a du mal à mettre la main sur ce match au sol, mais Houston est la pire défense au sol de la ligue. Donc, il y a quand même un match-up favorable pour… Il y a un match-up favorable, mais moi, je réponds uniquement à ta question qui est, est-ce que tu considères plus le jeu au sol de Minnesota, enfin, est-ce que tu considères plus dangereux le jeu au sol de Minnesota que le jeu à la passe de Houston? Je pense que ce que je vois depuis le début de la saison, en tenant compte du calendrier des uns et des autres, je suis moins inquiet, je ne suis pas plus rassuré, je suis moins inquiet pour l'attaque aérienne de Houston, qui a beaucoup de possibilités face à un backfield extrêmement diminué, qu'avec un jeu au sol de Minnesota contre lequel le run-stop de Houston n'est pas fabuleux, mais en tout cas, il peut y avoir un petit sursaut d'orgueil à domicile face à un adversaire un peu plus prenable que ce qu'ils avaient ces dernières semaines.
Après, beaucoup d'options dans les airs pour Houston, c'est C'est pareil. moins sexy que Hopkins, on est d'accord. Mais Non, j'allais même pas revenir à Hopkins, je Non, mais- n'en parle plus de cet échange. Je dis juste que maintenant, j'oublie Hopkins, je regarde ce qu'ils ont. Will Fuller qui fait un non-match, je crois, la semaine dernière. il fait pas un TD? C'est la semaine dernière ou la semaine d'avant qu'il est à Il me zéro, semble, il me qu'il semble est avoir vu qu'il à faisait un zéro TD. ciblage. Alors, Ouais, c'est- il y a. Mais non, mais c'est ce que je dis. C'est encore une fois, tout le monde n'est pas performant en même temps, mais ils ont quand même malgré tout, je trouve, à titre personnel. Après, je ne suis pas parole d'évangile, mais ils ont quand même cette capacité à éventuellement trouver une autre solution. Là, il y a un Randall Cobb, je trouve, qui se démarque un petit peu plus ces quelques semaines. Donc, ouais, voilà, il n'y a pas des go-to guys absolus comme ça peut être le cas avec Minnesota. Et il faudra voir, par exemple, ce que va apporter, mais ça, on en reparlera sûrement après. Justin Jefferson peut Voilà, Justin Jefferson qui reste sur une très grosse performance. Pas oublier également la part de Dan Thielen, bien entendu. Mais encore une fois, je te dis, je suis un peu plus rassuré, ou encore une fois un peu moins inquiet par éventuellement l'attaque aérienne de Houston, surtout vis-à-vis de ce que peut proposer la défense de Minnesota dans ce domaine-là, que inquiet, on va dire, pour le run-stop de Houston, que je pense être capable de stopper un tant soit peu Dalvin Cook sur la durée. Alors, comme d'habitude, dans ces batailles d'équipes en galère, ça risque aussi d'être un festival de ballons perdus. En tout cas, on ne sait pas qui va exploser en vol. Il y a 7 ballons perdus pour les Vikings, dont 6 interceptions. Ils ont un différentiel de -5 sur les ballons perdus. Houston, c'est plutôt le problème de gratter des ballons qui est là, puisqu'ils n'ont gratté aucun ballon en 3 matchs. Donc, aucun ballon volé, 4 ballons perdus. Ils sont à -4 de différentiel. Donc, parce que contre la passe, ils sont pas si mauvais que ça, Houston. C'est juste qu'ils n'arrivent pas à, comme tu dis, provoquer des turnovers, notamment. Je crois que c'est une des rares équipes à 0 interception depuis le début de la saison. Ils sont moins opportunistes, mais ils sont moins maladroits aussi pour donner le ballon. Le problème, c'est que c'est pareil, c'est un coup de dé, les ballons perdus. C'est la tarte à la crème de dire celui qui perdra le moins de ballons, etc. Voilà, là, je vous mets les stats sous les yeux, mais je pense qu'on est d'accord que c'est un peu impossible de dire qui va se rater ou envoyer des saucisses. On va dire qu'il y a plus de potentiel du côté des Vikings de perdre des ballons. En tout cas, oui, il y a eu un petit peu mieux de la part du Cousins contre Tennessee. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, c'était tellement horrible ce qu'on avait vu les 2 semaines précédentes avec notamment une prestation indigente du côté d'Indianapolis que oui, c'est pas plus mal que, on va dire, le système offensif. Enfin, en tout cas, que Kirk Cousins se soit enfin remis un petit peu d'équerre et ait bonifié ce système offensif. Après, c'est toujours pareil. Il y a une question. La ligne offensive de Minnesota, il y a des bons éléments, mais en tant qu'unité globale, ça ne me paraît pas très stable et capable d'éviter la pression. Je crois qu'il y a beaucoup de joueurs des Titans qui se sont pas mal amusés la semaine dernière. En tout cas, qui ont mis un minimum de pression, même s'il n'y a pas toujours ça qu'au bout. Et là, encore une fois, face à J.J. Watt, Whitney Mercilus, il y a quand même quelques joueurs du côté de Houston capables de mettre un minimum de pression sur les épaules de Cousins et capables de le faire à nouveau déjouer éventuellement du côté de l'Energy Stadium. Est-ce que tu crois qu'il y a une de ces 2 équipes qui peut se relancer durablement? Donc, repasser en positif, pourquoi pas titiller les playoffs? C'est possible. Encore une fois, je ne veux pas m'acharner sur Minnesota, mais je vois un peu plus de motifs d'espoir du côté de Houston, sachant qu'ils ont en plus, faut pas non plus l'occulter, ils ont quand même mené au score pendant une certaine partie de la rencontre du côté de Pittsburgh, même si je ne suis pas toujours rassuré par ce que proposent les Steelers depuis le début de la saison, mais en tout cas, ils ont le mérite de les faire douter pendant une large partie de la rencontre. Après, ça a un petit peu posé problème. Et ils sont souvent quand même pas très très loin des playoffs en fin de saison. Donc voilà, ils n'ont pas une division qui, à mon sens, est monstrueuse cette année. Donc il y a peut-être moyen, notamment sur les confrontations directes, de se reprendre. Du côté de Minnesota, ça me paraît plus compliqué. Ils vont retourner au Lambeau. Ils vont jouer une équipe de Détroit dont on ne sait toujours pas quel visage très clairement là. Pareil pour Chicago d'ailleurs. Sur un aller-retour, ça peut être un peu compliqué. Donc ouais. Après, je me permets encore une fois de te trouver un peu optimiste sur Houston. Quand tu dis qu'ils n'ont pas une division monstrueuse, les Titans et les Colts sont quand même largement plus solides qu'eux. Largement, je sais pas. Largement, je sais pas. Tennessee est à 3-0, mais avec 3 victoires pour le moins étriquées. Oui, mais 3 victoires quand même. Je dis, écoute, on relativise le fait que Chicago soit à 3-0. Oui, non, mais je veux dire, on relativiserait pas le fait que Tennessee soit à 3-0. Sauf que Tennessee, contrairement à Chicago, a une meilleure pas une meilleure défense que Chicago, mais je veux dire, a une défense solide, était en playoff l'an dernier, enfin, on sait un peu plus, et un vrai quarterback, et un Derrick Henry. Ouais, et t'as été rassuré parce que t'as vu de Ryan Tannehill ce week-end, parce que même avec une défaite, il cafouille quand même quelques ballons. Ouais, il est solide dans l'ensemble depuis le début de l'année. C'est pas Mitch Trubisky non plus. Et c'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que, encore une fois, c'est pas un débat sur Tennessee. Non, c'est pas le débat sur Tennessee. Et voilà, à mon sens,
les 3 victoires de Tennessee, c'est pas contre des adversaires qui aujourd'hui Non, on est ont d'accord. des fiches fabuleuses. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ça C'est semble... aussi ce qui m'incite à dire que la division pour Houston me paraît pas encore désespérée à l'heure actuelle, même avec une fiche de 0-3. On est quand même d'accord que Tennessee et Indianapolis ont l'air un cran au-dessus de Houston, rien que sur la ligne offensive, rien que sur... c'est quand même beaucoup plus solide ensemble. Il y a plus de cibles, il y a plus de... Je suis d'accord avec toi. Il y a des domaines où, bien entendu, ils sont largement au-dessus. Mais je ne suis pas époustouflé parce que je vois de la part des deux. Encore une fois, Indianapolis est à 2-1 en ayant battu Minnesota et les Jets à la maison. Je te trouve un peu de tendre avec ces Texans. Honnêtement, entre les deux, entre les Vikings et Houston, je pense pas qu'il y en a une qui repasse vraiment significativement en positif. Et surtout, je vais dire que Houston est plus consistant dans sa médiocrité, mais ils ont des lacunes qui sont criantes et qui ont fait qu'empirer ces dernières années. Leur ligne offensive s'améliore à peine, même avec la Remington Seal. Il y a moins de talent autour de Deshaun Watson. La défense, fatalement, au bout d'un moment, baisse de régime parce qu'elle se repose quand même sur des années et des années d'acquis, mais il n'y a pas d'énormes playmakers qui sont arrivés ces 2-3 dernières années pour relancer tout ça. C'est sûr. Donc ouais, les Vikings ont presque plus de potentiel haut si tout marchait bien, tu vois, dans un monde idéal où Dalvin Cook, Justin Jefferson, etc., Daniel Hunter et Yannick Ngakoue en défense. Donc, ils ont plus de potentiel haut. Je pense que Houston est plus régulier dans la médiocrité. Mais les deux, honnêtement, à mon sens, ne sont pas des équipes de playoff. Encore une fois, je te dis, je ne suis pas forcément hyper excité par ce que je vois de la part des deux équipes à l'heure actuelle. Hein. Je ne dis pas que Houston... Je réponds juste à la question qui vise à comparer les deux. Et encore une fois, je ne peux pas faire fi du calendrier et de ce qu'a joué Houston. On s'attendait à ce que ce soit compliqué et ça l'a été. Et pour l'instant, j'attendrai pour vraiment tout mettre à la poubelle. On sera plus fixé, c'est sûr. Le pronostic Houston, du coup. Et bah, du coup, moi, je vais dire les Vikings. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go, work on three. 1, 2, 3, work! Les pronostics de la semaine et toutes les affiches de la semaine. Donc en NFL, nous arrivons à la semaine 4, Grégory, et je comprends pourquoi tu pavoisais un petit peu tout à l'heure quand je dis le mot pronostic, puisque tu as réussi une semaine à 11 sur 16 la semaine dernière, ce qui Merci fait que tu avais le... Merci quoi? Merci Dan Quinn. Oui, c'est ça qui est fou. C'est qu'on s'est dit dans la rédaction, moi je l'ai dit aux autres, en vrai, il se moque de nous, il n'est pas superstitieux. C'est juste ce qui se passe chez les Falcons et qui sont nuls. En vrai, tu parierais sur eux s'ils étaient bons. C'est ça. Mais en vrai, je n'ai pas été très intelligent parce que du coup, j'ai parié contre eux dans les pronostics de TDA, mais j'ai parié pour eux dans d'autres contextes. Oui, par contre, pourquoi tu mets de l'argent dessus? Je ne sais pas. Je le sentais et la cote était intéressante. Et je suis pas passé loin, c'est eux qui ont grillé mon combiné. Et a priori, je suis pas le seul parce que j'ai reçu 2-3 mails. Il y a quand même des gens. T'es le représentant, quoi. Il y a quand même des gens qui m'envoient des mails pour me dire mais ton équipe fait chier, il faut perdre des combinés. Alors malheureusement, je ne suis pas encore Arthur Blank, mais je comprends votre courroux. Donc 11 pour toi, 10 pour moi-même, Raoul et Camille, 8 pour Raphaël. Au total, ça fait 35 pour toi et moi, 33 pour Raphaël, 32 pour Raoul et Camille. Je tiens à dire, moi, mon petit moment de pavoisement. J'utilise pas ce mot. Pour la semaine, c'est juste d'avoir été le seul à pronostiquer les Chiefs. Vous aviez tous mis les Ravens. Ouais, bah écoute. J'avais pas compris pourquoi tout le monde était sur les Ravens. Vous m'aviez fait douter même. Je me rappelle, je me suis dit, mais pourquoi ils mettent tous les Ravens? Ils ont vu un truc que j'ai pas vu. Mais non. Donc, les pronostics de cette semaine. Ça commence par un match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 du matin entre les Jets et les Broncos. Deux équipes à 0 victoire et 3 défaites. Tous les jobs ont leurs aléas. C'est-à-dire que moi, pour tout le bonheur que me procurent les émissions, les retours des auditeurs, le fait de travailler sur un truc que j'adore, la contrepartie, c'est ça. C'est ces matchs-là, la nuit. Se lever pour un Jets Broncos à 0-3 avec Tyler. C'est Ripien, mais. C'est Brett. Brett Ripien. Pourquoi Arrêtez Tyler? avec Tyler. Je pense que vous avez. Brett Ripien. Donc Brett Ripien côté Broncos, Sam Darnold côté Jets. Ouais. Je vais prendre les Jets parce que de temps en temps, ils ont une réaction d'orgueil. Je pense que c'est maintenant.
Tu la vois où la réaction marquée des Jets depuis le début de la saison? Non, bah, je veux dire, là, ils vont en accrocher un. En face, il n'y a plus rien. Donc, Alors, en face, il n'y a plus rien, mais les Jets, c'est chaud quand même. Hein. Non, Encore mais une je fois, sais. je salue nos amis auditeurs des Jets, C'est toujours une des- fidèles comme toujours, mais c'est une des pires équipes qu'on ait vues de oh là mémoire là, récente. ah ouais. Mais je pense qu'ils peuvent. Allez, ils vont prendre. Mais c'est pile ou face, c'est un match de l'enfer. De toute façon. Oui, Donc, non, bien sûr. Non, mais alors, très franchement, je vais te dire, la logique m'aurait incité à aller vers les Jets. Maintenant, franchement, Brett Rypien ou pas Brett Rypien, les Broncos, franchement, ils m'en montrent beaucoup plus, 10 fois plus que ce que montrent les Jets Oui, depuis le oui, début de la oui. saison. C'est la seule chose qui m'incite à aller vers eux. Après, je sais que défensivement, éventuellement, New York peut poser des problèmes justement à Rypien et à un jeu au sol qui est pas extraordinaire du côté de Denver depuis le début de la saison. Visiblement, Melvin Gordon, c'est pas l'assurance tout risque Oui, bon, ça, on quand savait. Philippe Lindsay n'est pas là. Malheureusement, on ne le découvre pas en effet. Mais voilà, j'y vais quand même avec Denver parce que toujours pas de jeu au sol non plus du côté des Jets en l'absence de Le'Veon Bell. Mais franchement, ouais, comme tu dis, ça joue sur un coup de dé. Dimanche 19h, Bears 3, victoire 0 défaite, Colts 2 victoires, 1 défaite. Un test pour Nick Foles face à la meilleure défense statistique de la ligue après 3 semaines. On sait que les Colts n'ont pas joué grand-chose, donc ils ont statistiquement la meilleure défense. Je vais donner les Colts pour des raisons que, j'ai un statut de hater principal des Bears à entretenir, il paraît. Et 2, parce que je crois plus en Indianapolis. T'es devenu un qu'en anti-Khalil Chicago. Mack en fait. Parce que du coup, t'es Ah Team non, Raiders à fond. non, et... j'aime beaucoup Khalil Mack et je trouve que cette défense a des qualités. Je pense qu'elle va faire souffrir Philip Rivers parce qu'il a un peu tendance à la gaffe. Mais je pense qu'aussi Nick Foles va souffrir face à cette défense d'Indianapolis. Un Xavier Rhodes qui revient bien. Dans l'ensemble, je trouve les Colts plus complets, donc j'y vais sur Indianapolis. Ouais, moi Xavier Rhodes, j'attends confirmation. Pour le coup, les Bears, je suis juste très étonné par une chose, c'est leur run-stop, qui est habituellement très bon et qui là depuis le début de la saison pose vraiment problème. Et contre Indianapolis avec un Jonathan Taylor qui monte en puissance, ça peut être un peu délicat. Et en effet, la ligne, comme tu le disais. Maintenant, ouais, je pense que Chicago à la maison, ils ont sans doute moyen défensivement de bien enrayer Philip Rivers. Et je demande à voir ce que peut proposer Nick Foles. Encore une fois, c'était pas sexy les Bears. Alors ça l'est pas devenu depuis qu'ils ont joué la défense gruyère d'Atlanta. Mais en tout cas, je le disais en début de saison, avec Nick Foles, ça peut être une autre équipe. Donc je sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire ton classique Greg où tu dis plein de trucs gentils sur une équipe avant de pronostiquer sur celle d'en face. Non, je joue les Bears. Tu joues les Bears? Je joue les Bears. Ok, j'ai rien dit. Donc ouais. les Bears. Bengals, 0 victoire, 2 défaites, 1 nul. Jaguars, 1 victoire, 2 défaites. Est-ce que c'est la première victoire de Joe Burrow? Je suis en train un peu de regarder. Oui, les Jaguars n'ont que 3 sacs. Donc peut-être qu'il va avoir un peu de temps pour lancer cette semaine parce qu'il voit des camions de pass rushers passer dessus, Joe Burrow. Donc là, il pourrait être un peu plus vaillant. Moi, je vais pronostiquer la première victoire de Joe Burrow avec les Bengals. Bah aussi. Après, je regardais ça aussi, le fameux concept de dis-moi qui tu as battu ou qui t'a pas battu. En l'occurrence, je te dirai qui tu es. Bon. Et ils ont joué Chargers, Browns, Eagles. Ils en prennent pas un seul. En même temps, non mais ils sont encore alors pires. Que Joe Burrow est bon, quoi. Non, c'est ça qui. Ils sont encore pires. Ça, c'est pas une nouvelle. Mais justement, les Jaguars sont au fond avec eux. Donc là, normalement, c'est le moment, quoi. Ouais, après j'attends de voir. Le run-stop de Cincinnati est pas bon, avec un James Robinson qui montre de bonnes choses depuis le début de la saison. Ça peut être un truc à surveiller. Après, c'est sûr que les Jaguars, le soufflet est quand même légèrement retombé depuis leur victoire contre Indianapolis. Et oui, je te rejoins. Je pense que Burrow exploite bien ses cibles pour l'instant. Et ils vont bien finir quand même par la prendre. Ils ne sont pas passés loin à Philadelphie. Je les vois peut-être s'imposer ce week-end-là. C'est ce que j'allais dire. T'es un peu dur parce qu'ils perdent en prolongation contre Philly et il y en a un autre où je crois que leur kicker rate le field goal de l'égalisation qui les aura en prolongation. Oui, mais bon, au final, ils ont joué que des équipes qui sont pas bonnes depuis le début de la saison. Même Cleveland à 2-1, au secours, quoi. Clairement. Et bien justement, Cleveland, tu en parlais. Donc là, on a dit tous les deux Bureau et les Bengals. Hein. Ouais, tout à fait. Cowboys, 1 victoire, 2 défaites. Browns, 2 victoires, 1 défaite. Les Browns dont tu parlais donc à l'instant. Est-ce que finalement, ils n'ont pas la recette peut-être pour s'en sortir dans ce match-là aussi? Ils ont un gros jeu au sol. Ah oui, ça oui. Ils ont une défense un peu plus solide que celle de Dallas. Mais que demande le peuple à partir de là? Dans la NFL du moment, si tu arrives à peu près à défendre, ça te donne une chance. Un peu plus de constance. Ils ont une meilleure. Je suis désolé, je vais me répéter, mais malheureusement, pour l'instant, au bout de 3 semaines, tu es obligé de regarder qui les équipes ont joué. Je veux dire, Dallas, ils ont quand même joué Atlanta et Seattle. Je veux dire, en termes de force de frappe offensive, notamment aérienne. Tu veux dire l'Atlanta qui est à 0-3?
Je parle de force de frappe offensive aérienne. Ne troll pas, Alain, ça ne sert à rien. C'est une peine perdue, t'inquiète pas. Mais non, du coup, oui, je suis pas époustouflé par la capacité de Cleveland depuis le début de la saison à être une défense. Il y a Myles Garrett qui reste énorme sur la ligne défensive, ça c'est indéniable. Le reste, voilà, ils ont quasiment battu personne, quoi. Ils battent Cincinnati au bout de l'effort et contre Washington, ils ont galéré avant de réussir enfin à les avoir à force de marteler à la course. Mais Cleveland, ça reste moche. Donc après, à moins qu'ils me fassent mentir, je pense que Dallas a quand même un minimum de capacité pour réussir à bien maîtriser les Browns. Dallas les déborde alors. Oui, je pense. Donc Dallas pour toi, je vais prendre les Browns. Je vais être audacieux. Très bien. Lions, une victoire de défaite. Saints, une victoire de défaite. C'est typiquement le match des Lions qui peuvent arracher juste pour t'embêter sur un combiné. C'est ça. Celui-là, c'est le match typique du combiné. Ceci étant dit, alors Michael Thomas, au moment où on se parle, a repris l'entraînement, mais de manière limitée. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il est prêt à jouer. On n'en sait rien. Mais les Saints ont quand même plus d'armes sur le papier, offensivement, défensivement. Les Lions ont gagné un match, mais c'était quand même le premier en 12 tentatives, parce qu'ils étaient sur une série de 11 défaites. Donc, a priori, c'est match New Orleans. Ouais, après, encore une fois, c'est toujours pareil. Je parlais de Détroit, je parlais concernant Détroit, la capacité justement à finir les matchs, ce qui démarrait plutôt pas mal depuis le début de la saison. Depuis longtemps même, depuis l'an dernier. Oui, aussi, non, mais voilà, bien, mais bon, en tout cas, s'ils battent Chicago, il n'y a pas de scandale. Bon, Green Bay sur la longueur, c'était un petit peu plus limité, mais en tout cas, ils avaient bien démarré. Là, en tout cas, Arizona, ils sont restés constants de bout en bout. Le retour de Kenny Golladay fait le plus grand bien en attaque. Et on voit qu'en défense, même si au niveau du pass rush, ça galère un petit peu, ils ont réussi à exploiter les erreurs de Kyler Murray le week-end dernier. Donc, dans l'hypothèse où Michael Thomas ne serait pas là, faut voir. Maintenant, c'est sûr que je te rejoins, même si c'est typiquement le genre de match contre un gros que les Lions peuvent éventuellement prendre, ou en tout cas essayer de se montrer, sur lequel ils peuvent essayer de se montrer. Le run-stop de New Orleans reste performant en ce début de saison contre un Adrian Peterson satisfaisant. S'ils arrivent à bien le museler globalement, je pense qu'ils ont la capacité sur la distance de battre Détroit, donc j'y vais sur la Nouvelle-Orléans. Saints pour toi et pour moi également. Titans 3 victoires 0 défaites. Steelers 3 victoires 0 défaites. Alors je l'ai laissé à dimanche 19h parce que c'est sa programmation originale, mais ce match au moment où nous parlons est reporté. On ne sait pas à quelle date, alors retournez bien sur le site pour voir. Il semble que ce soit dans la nuit de lundi à mardi. On n'a pas encore l'horaire. Les rumeurs relayées par nos confrères de Pro Football Talk disent que les équipes de CBS auraient été appelées à se tenir prêtes pour diffuser un match lundi soir aux États-Unis. Donc, on en est là. On rappelle donc que 4 joueurs des Titans ont été contrôlés positifs à la Covid-19 et on ne sait pas si il y en a 3 et ce n'étaient pas des gros titulaires de mémoire. Il y a Harold Landry, non, dans le lot. Ah, alors tu vois, Harold Landry, ça m'a échappé. Ça doit être le 4e que j'ai pas vu justement. En tout cas, ils sont en suspens. Les entraînements sont suspendus jusqu'à samedi. Donc voilà, c'est une situation un peu particulière. C'est un peu dommage parce que c'est une vraie belle opposition qu'on avait entre deux équipes prétendantes aux playoffs en AFC, 2 équipes invaincues. Je crois que c'est la seule affiche entre des équipes invaincues en plus cette semaine. Il y a un vrai beau test. On parlait tout à l'heure en plus des prestations récentes de Ryan Tannehill. Là, contre la défense des Steelers, tu peux pas faire un meilleur révélateur. Oui, non, c'est sûr. Alors juste, je t'ai dit une bêtise. Je crois que Landry n'est pas dans le. Non, ça me disait rien. Ouais. Oui, ça peut en effet être un bon révélateur. C'est un match assez compliqué à analyser, je trouve, parce que j'aurais été plutôt vers les Steelers, en l'occurrence, de par notamment, je trouve, la ligne offensive de Tennessee qui me rassure pas à 100%, notamment sur le pass pro. Et je pense que le run-stop a quand même moyen de freiner un minimum d'Eric Henry. Maintenant, offensivement, de manière globale, je ne suis pas époustouflé par Pittsburgh depuis le début de la saison. Non, alors force, c'est clairement la défense. Ces 2 équipes opportunistes depuis le début de l'année qui vont chercher les victoires quand il faut les chercher. Et on sait que ça reste le plus important en NFL. Franchement, j'aurais tendance à aller vers Tennessee parce que c'est l'équipe qui reçoit. Bêtement et méchamment, mais franchement, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais je ne suis pas persuadé que ce sera un match hyper excitant à voir, quand bien même il y a lieu cette semaine. Alors, je te mens pas, c'est un hasard de dingue. Pile au moment où on est en train de parler de ce match, je reçois la notification sur mon téléphone qui dit que le match Steelers-Titans est reporté à plus tard dans la saison. D'accord. Ne sera pas joué. Ça me rassure. Bon, moi, j'ai du temps pour méditer un peu sur les forces en présence. Voilà, une nouvelle date sera. Je lis l'actu sur NFL.com au moment où je vous parle
Elle a été publiée au moment même où on est en train d'enregistrer. Le match n'aura pas lieu en semaine 4. La décision a été prise pour assurer la sécurité des joueurs, patati patata, communiqué habituel, tout ça. Voilà, donc pas de match Titans-Steelers. On pourra l'enlever des pronostics du coup. On refera la preview de ce match. Je l'avais pas mis dans la grille, ça m'arrange. Bah, tu vois, et heureusement qu'on l'a pas mis en affiche de la semaine, parce que là, Oui. on aurait été bien eu sur le début de l'émission. C'est ça. Dolphins, 1 victoire, 2 défaites. Seahawks, 3 victoires, 0 défaite. La défense de Miami qui risque de prendre très cher. Là, il va falloir un Ryan Fitzpatrick, mais alors dans le feu de sa vie, quoi, s'il veut suivre le rythme. Vu comment les Seahawks sont perméables contre la passe depuis le début de la saison, je crois qu'ils ont pris 1200 yards depuis le début de l'année contre la passe. Oui, En les 3 Seahawks, matchs, ça fait beaucoup. oui, Je oui, crois que c'est l'équipe qui a été le plus exposée dans cet exercice-là depuis le début de la saison. On me dirait que c'est pas dur vu les folles statistiques en ce sens. Mais oui, non, je pense qu'il y a moyen que Miami éventuellement leur pose des difficultés dans ce domaine-là. Jamal Adams, il me semble, est incertain sur cette partie. Lui qui avait l'habitude de bien museler notamment les running adverses. Après, je suis pas persuadé que ce soit le fait de museler Myles Gaskin qui pose le plus de problèmes à Seattle. C'est pas dans mon idée en tout cas. Et je pense que sur la longueur, ouais, c'est plus Miami en effet qui aura du mal à vraiment contenir un Russell Wilson qui reste excellent depuis le début de la saison. Je crois qu'il est à 14 TD, une interception. Le fameux pick six qui est droppé par Greg Olson. Donc voilà, on est sur des gros standards depuis le début de l'année et je ne vois pas Miami le freiner durablement. Seahawks, pardon, pour moi aussi. Non, mais Steelers. Oui, je suis traumatisé. J'essaie de voir si quelqu'un peut faire l'article sur le site en même temps pour tout te dire. Donc, Seahawks pour moi également. Buccaneers, 2 victoires, 1 défaite. Chargers, 1 victoire, 2 défaites. Justin Herbert qui va être mis à l'épreuve face à une défense solide. C'est la 4e défense sur les yards autorisés pour les Buccaneers. Bruce Arians a dit qu'il construit sur cette défense. Là, clairement, on y est. Ouais, alors j'avoue, mais je pense que je suis pas le seul. Je comprends pas tout ce qu'ils font du côté des Chargers. Il y a quand même une semaine où Justin Herbert fait un bon match contre Kansas City et on nous dit ouais, mais vous inquiétez pas, faut calmer un peu le jeu, ce sera peut-être Tyrod Taylor, tout ça machin. Le gars finalement il joue et puis il balance 60 ballons, j'exagère. Hein. Il balance 60 ballons contre Carolina, les mecs oublient le jeu au sol qui est l'identité principale de l'attaque des Chargers. Et au final, ils perdent. Donc, je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont arriver avec Justin Herbert. Là, en plus, manque de bol. S'ils veulent relancer leur jeu au sol, c'est pas gagné parce que le run-stop du côté de Tampa, je pense que c'est la principale force de l'équipe. Ne serait-ce que défensivement, en tout cas. Donc, ouais, je pense que ça va quand même être un match un peu compliqué, encore une fois, pour Justin Herbert et qui va se retrouver à devoir prendre des décisions encore un petit peu hâtives et susceptibles de l'exploser. Donc, j'y vais avec Tampa sur ce match-là qui me paraît un peu plus rassurant de ce qu'on en voit depuis le début de l'année. Oui, ça monte en puissance du côté de Tampa, que ce soit sur la défense, même sur l'attaque. Faut voir la ligne, ouais, comment ils arrivent à maîtriser notamment Bossa, mais je pense qu'ils sont capables de faire un minimum le boulot. Et je signalais que Chris Godwin sera absent a priori pour ce match, donc il manquera une cible à Tom Brady. Ouais, mais il y a un bon Scotty Miller depuis le début de l'année, je trouve. C'est ça, et puis il y a le matos clairement pour combler, donc Buccaneers également. Washington, 1 victoire, 2 défaites. Ravens, 2 victoires, 1 défaite. Alors là, c'est un peu le grand écart de l'extrême en termes de profondeur d'effectif entre Baltimore et Washington. Dwayne Haskins contre la défense de Baltimore, ça va, ça te parle, tout va bien? Ouais, même si je le disais tout à l'heure, la défense des Ravens contre la passe, c'est pas extraordinaire depuis le début de la saison. Enfin là, ça tombe bien, il n'y a que Terry McLaurin à contenir. Oui, c'est ça. Alors là, en effet, en termes de grand écart, c'est sûr que passer de Mahomes à Haskins, oui. Je pense que là, t'es pas pour te rassurer, te remettre dans le bain, je pense que c'est bien. Les mecs, ils passent de Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, comment il s'appelle, Sammy Watkins, Mecole Hardman, à Haskins et McLaurin, grosso modo. C'est un peu ça, et oui, de toute façon, c'est je serais pas étonné qu'on voit Kyle Allen un peu plus vite que prévu. Du côté de Washington, ouais, c'est ce qu'a dit à demi-mot Ron Rivera en conférence de presse quand même. Donc, et puis il n'y a pas de jeu au sol derrière, où là, pour le coup, Baltimore est quand même plus dominant depuis le début de la saison et plus en capacité du coup de les maîtriser. Donc voilà, je pense que c'est un bon match pour que les Ravens se mettent dans le bon sens avec un Chase Young en plus qui sera pas là du côté de Washington a priori. En plus. Donc voilà, ça fait beaucoup d'arguments qui penchent en faveur de Baltimore. Là, c'est l'énorme code de la semaine. Ravens pour tout le monde. Panthers, 1 victoire, 2 défaites. Cardinals, 2 victoires, 1 défaite. Les Cardinals ont plutôt une bonne défense. Ils sont 6e sur les points encaissés. Ça devrait être compliqué quand même pour Carolina qui s'en sort de justesse. La semaine dernière, j'ai un trou contre qui c'était. Les Chargers. Les Chargers, voilà, merci. Bon, voilà. Pour Teddy Bridgewater sans Christian McCaffrey. Alors, je sais que ça progresse et que tu as plutôt confiance dans le système, mais là,
contre une défense de l'Arizona qui est plutôt pas mal et une attaque qui va vouloir se racheter après une mauvaise semaine, normalement, ça va être dur de suivre le rythme du côté de Carolina. Ah oui, Arizona est favori bien entendu sur ce match-là. Après, on a vu Matthew Stafford, je ne sais plus les stats qu'il fait, mais il n'a pas vraiment été beaucoup mis en difficulté. Après, il y a une défense d'Arizona qui est parfaitement capable de mettre la pression sur le quarterback. Donc ça, c'est sûr que du côté de Carolina, qui cherche encore des repères avec un Russell Okung qui traîne encore un peu la jambe, ça peut devenir problématique à la longue. Mais c'est sûr que Arizona, en tout cas, arrive à être un peu plus performant que l'année dernière contre le jeu aérien. Et on a vu, et à mon avis, peut-être que même malgré un Mike Davis assez intéressant, je pense que Carolina essaie de solliciter un peu plus Bridgewater à la passe. Et on voit qu'en effet, il y a les statistiques, mais il n'y a malheureusement pas la concrétisation à l'arrivée. Et c'est possible qu'Arizona, en effet, surtout que les Panthers sont l'équipe qui encaisse le plus de TD au sol. Je crois que ça reste une constante malheureusement pour eux à ce niveau-là. Donc, face à un Kyler Murray capable de marquer des TD à la course, à la longue, j'aurais une victoire des Cards en l'occurrence. Donc Cardinals pour tout le monde. Texans, Vikings, tu avais pris les Texans, j'ai pris les Vikings. On passe à 22h05 dimanche. Rams, 2 victoires, 1 défaite. Giants, 0 victoire, 3 défaites. Aaron Donald contre la ligne des Giants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Les Rams, dimanche 22h25, Chiefs, 3 victoires, 0 défaite. Patriots, 2 victoires, 1 défaite. Alors, on pourrait mettre les Chiefs et les Patriots d'ailleurs dans les affiches de la semaine quasiment toutes les semaines. Donc, on évite quand même, d'autant qu'on avait Cam Newton en sujet principal. Si tu es Bill Belichick, c'est quoi le plan ? On sait qu'il aime bien. C'est un coach défensif. Son génie, c'est de trouver des plans défensifs pour annuler l'attaque adverse. Là, comment tu fais avec une des attaques les plus terrifiantes de ces 20 dernières années ? Je kidnappe Mahomes la veille du Ouais, match. voilà, on est là. C'est ça ou un sniper, quoi. Donc, trop visible. c'est ça. Mais ouais, non, là en tout cas, ouais, s'il est en tout cas dans la forme qu'il a montré du côté de Baltimore, ça peut devenir un petit peu compliqué. On a vu que les Pats ont fait une très très bonne partie face à Las Vegas, en l'occurrence, sans forcément intercepter Derek Carr. Alors il n'y a pas forcément besoin d'une interception pour montrer que le travail défensif est de qualité. Mais ouais, faudra voir encore une fois s'ils arrivent à s'ils arrivent à vraiment être efficaces dans le domaine aérien et à générer un minimum de pression. On voit un Chase Winovich qui continue de progresser semaine après semaine. S'ils arrivent à être assez performants dans l'exercice et à obliger entre guillemets Kansas City à les provoquer un peu plus sur le jeu au sol, peut-être. Mais ouais, c'est quand même un exercice périlleux, quoi. C'est un peu jeter la pièce en l'air en voyant ce qu'est capable d'improviser Mahomes. Mais ça va être quand même un duel assez excitant entre ce qui peut être considéré comme l'une des meilleures attaques, si ce n'est la meilleure attaque, contre l'une des meilleures défenses, si ce n'est la meilleure défense. En tout cas, je veux pas troller, mais la dernière fois que Belichick a battu ce qu'on appelait la meilleure attaque des 20 dernières années, il avait été accusé d'avoir filmé leur entraînement. Mais, à tort, évidemment. Hein, on rappelle que c'était des accusations à tort d'avoir filmé l'entraînement des Rams au Super Bowl. Il est évidemment présumé innocent. Je rappelle juste les rumeurs. Je rappelle juste les rumeurs. Bon, je parlais sur les Chiefs, évidemment. Tu as dit les Chiefs. Les Chiefs, ouais. Raiders, 2 victoires, 1 défaite. Les Bills, 3 victoires, 0 défaite. Ça va être dur pour les Raiders quand même face à des Bills bien plus complets qu'eux, a priori, dans tous les secteurs. Hein. D'ailleurs, j'ai du mal à voir un secteur où les Raiders sont supérieurs. Non. Ah non, tu crois pas trop au Buffalo là ? Je sais pas. C'est un match où, franchement, je parlais justement de la prestation New England contre Las Vegas. Malgré le score final, c'est quand même un match, je trouve, où les Raiders ont posé pas mal de difficultés à New England. Après, ils n'ont pas réussi à concrétiser notamment leur temps fort. Mais face à une équipe de Buffalo qui, encore une fois, sont son premier vrai test de la saison, parce que les Jets et les Dolphins, voilà, c'était normal, entre guillemets, qu'il y ait victoire. En tout cas, ils étaient annoncés favoris, ils ont bien confirmé leur statut. Contre les Rams, on a vu qu'il y avait quand même de quoi éventuellement les exposer, ou en tout cas les faire douter sur certaines périodes. Donc, cette équipe des Raiders, encore une fois, sur des escouades en particulier, il n'y en a pas beaucoup, je les mettrais au-dessus des Bills. Le jeu au sol, je demande à voir, parce qu'encore une fois, Singletary, j'ai encore du mal à être totalement emballé. Mais je te dis, d'un point de vue collectif, je trouve que cette équipe des Raiders, ça reste cohérent. Je suis toujours pas rassuré par leur coordinateur et il peut en effet se faire ouvrir contre un Josh Allen qui a l'air d'avoir vraiment pris de la confiance en ce début de saison. Mais j'aurais tendance à aller vers Las Vegas
pour aller paries chercher sur cette les Raiders? victoire. Ouais, Wow. ils nous ont fait mentir contre Ok. les Saints et je serais Ok. pas étonné qu'ils nous fassent mentir sur ce match-là contre les Bills. Bon, je vais prendre les Bills. Dimanche à lundi, 2h20 du matin, la réserve des 49ers à 2 victoires et 1 défaite reçoit les Philadelphia Eagles à 0 victoire, 2 défaites et 1 nul. Est-ce que Philadelphie peut faire le coup du réveil face à une grosse équipe? En théorie, ils ont le meilleur quarterback sur le terrain, c'est Nick Mullens face à Carson Wentz, même si priori. Carson Wentz n'est pas forcément le meilleur sur le terrain en ce moment. Ouais. Si tu prends les matchs du week-end dernier, même si les adversités sont pas les mêmes, ils jouent les C'est vrai. Bengals et les Giants, donc paye tes rivalités, mais non, mais ouais, non, quand même, Nick Mullens, bon, on voit que voilà, dans le système, c'est un peu comme ce qu'on avait vu il y a 2 ans, il est capable de produire s'il y a besoin de produire. Alors c'est sûr, le test sera un peu plus élevé contre Philadelphie, encore qu'on a toujours les mêmes points d'interrogation sur ce backfield défensif. On a vu un Brandon Ayuk qui était très bien intégré dans l'attaque la semaine passée, que ce soit à la réception ou sur certaines phases de course. Donc pour le coup, voilà, les Niners ont démontré qu'il n'y a pas forcément besoin de marteler au sol, même si le run-stop de Philadelphie est intéressant depuis le début de la saison. Faudra voir si le pass rush continue de progresser du côté de Philadelphie, vu qu'il reste sur 8 sacs, mais bon, contre les Bengals. J'aurais quand même tendance à aller vers San Francisco. Il y a trop d'incertitudes, je trouve, notamment offensivement du côté de Philly, pour réussir à avoir sur la durée les Niners. Moi, écoute, je vais prendre les Niners, sachant que George Kittle revient en plus. En plus. Donc, ils n'avaient pas besoin de ça. Ils n'avaient pas besoin de ça. Packers, 3 victoires, 0 défaites. Falcons, 0 victoire, 3 défaites. C'est dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin. Aaron Rodgers contre la défense des Falcons, avant-dernière de la Ligue. Packers. Tu ne veux pas aller plus loin. J'ai un droit de retrait sur Atlanta jusqu'à nouvelle avis. Tu as un droit de retrait. On va le faire jouer. Et on passe aux questions. Les questions de la semaine, Grégory, donc elles ont été posées sur le site. N'hésitez pas, je vois qu'il y a un petit peu moins de questions quand on les mettait dans l'émission du mardi, c'est parce que c'est plus tard dans la semaine. Juste là, je m'excuse bien entendu auprès des fans des Packers, puisque du coup, entre le non-débrief de la dernière fois et ça, ils vont penser qu'on s'acharne sur eux. Mais voilà, de toute façon, il y aura plein de choses à en dire, vu le bon début de saison des Packers. On en reparlera en long, en large et en travers, je pense, pour une bonne partie de la saison. Ce sera un match aérien, en tout cas, à n'en pas douter. Oui. Question de Baptiste qui demande: pendant le podcast de débrief, vous avez dit que les défenses étaient plus impactées par l'absence de pré-saison que les attaques. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quels sont les critères faits qui vous font dire ça? Déjà, le critère. Du coup, moi, j'étais pas là, donc. Non, mais alors, les faits. Alors, on a dit que les défenses semblaient en effet plus impactées par l'absence de préparation. Les faits, c'est que déjà, statistiquement, les défenses prennent beaucoup plus de yards au bout de 3 semaines que l'année dernière. Ça, y a, les stats l'étayent. C'est aussi, d'ailleurs, les stats favorables aux attaques cette année s'expliquent aussi par la baisse des pénalités. Je vous invite à aller lire un article que j'ai publié sur le site ce jeudi. Après, un des postulats aussi qu'on avait, Grégory, alors là, je te laisse me dire si tu es d'accord, mais c'est que ça me semble plus pénalisant de ne pas avoir les matchs de pré-saison quand ton job, c'est de rentrer dans des mecs, d'avoir de l'impact physique, d'appréhender des gens à arrêter, plutôt que de te régler en fait sur des passes, des courses, etc. J'ai l'impression que c'est plus pénalisant de ne pas avoir le travail défensif. Oui, peut-être qu'en termes de sensations, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Après, voilà, pour le coup, comment dire ça, il y a quand même, je trouve, pas mal d'automatismes à trouver. Défensivement, ça reste beaucoup axé sur de la communication aussi, et c'est vrai qu'il y a des réglages qui, je pense, sont peut-être plus difficiles à mettre en place. Encore une fois, je dis ça de manière très naïve. Je suis pas un spécialiste en la matière, mais oui, j'ai pas de mal à croire que, voilà, pour répondre justement à ce que met en place l'offense et être capable de s'adapter en fonction, parce que c'est un rôle important également en fonction de la défense. Il n'y a pas juste l'assignation principale. Faut aussi savoir s'adapter et répondre en fonction à ce qui est proposé. Dans une attaque qui, on le répète, reste de plus en plus, dans une ligue qui reste extrêmement spectaculaire d'année en année d'un point de vue offensif. Et oui, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça doit un petit peu péjorer. Je pense aussi, j'ai quand même la sensation qu'il y a peut-être un petit peu plus de blessures, notamment en défense. À mon sens. C'est une hécatombe un peu partout, mais oui, c'est toujours dur à dire. Je pense que ça se paye encore plus cher en défense, justement, de par ce que j'évoque.
de par cette difficulté justement à répondre à ce que propose l'attaque et à bien communiquer, à respecter ses assignations défensives. Nico nous pose une question à propos de Dallas. Est-ce que les résultats des Cowboys d'une victoire chanceuse de défaite peuvent s'améliorer avec un Ezekiel Elliott beaucoup plus tranchant? Ses stats sont bonnes, mais je trouve que son jeu ne pèse pas assez sur la progression de l'équipe, manque d'action décisive. C'est vrai que c'est une équipe très tournée vers l'aérien alors qu'ils ont un des meilleurs coureurs de la ligue. Oui. Après, on sait que ça va être une situation où on va être un peu C'est-à-dire que va quand même falloir dire à Prescott, si tu veux ton gros contrat, montre-nous de quelle boîte tu te choses, surtout que tu as 3 super receveurs à ta disposition, au moins, parce qu'on a vu Cedric Wilson qui s'était montré également le week-end dernier. Oui, après, c'est sûr que pour l'instant, Elliott, c'est pas fabuleux, mais la ligne en elle-même n'est pas fabuleuse non plus. Ça, c'est on vrai. l'a dit, Il y a un quand recul même là-dessus. quelques blessés. Voilà, c'est un peu expérimental en ce début de saison, donc il faut aussi, je pense que ça se remette en place. Et bon, ça va revenir petit à petit, mais bon, Seattle, par exemple, a quand même bien trouvé moyen de le freiner sur le peu de fois où on l'a sollicité. Papa Lion, salut la team, bravo pour le boulot abattu. Une question sur Sam Darnold. À votre avis, on voit les limites du projet ou l'environnement est tellement chaotique qu'il faut encore lui laisser un peu de temps pour le juger? On va aller vite là-dessus parce qu'on a quand même pas mal parlé ces dernières semaines. C'est juste que c'est impossible de le juger à cause de l'environnement notamment. Oui, c'est impossible de juger et on va se retrouver dans une situation un petit peu particulière. C'est-à-dire que si les Jets finissent numéro 1 de la draft et ont la possibilité de récupérer Trevor Lawrence, qui est un peu la hype du moment, enfin la hype, pas de manière péjorative, mais oui, le fameux quarterback générationnel en sortie de college football. Après, il va se poser la question si Darnold est dégagé sans ménagement par rapport au contexte qu'il a eu. Voilà, quoi. Après, il reste du temps, mais bon. C'est pas possible. Il y a une grosse lutte pour Trevor Lawrence. Il y a une grosse lutte pour Trevor Lawrence cette année. Oui, il paraît, ouais. Il paraît. Mais oui, de toute façon, il faudra dégager Adam Gase pour en savoir plus, je pense. Ben LBA, est-ce que dans une ligue qui se tourne clairement vers l'attaque, un système de bonus-malus défensif à la manière du rugby peut être une piste pour valoriser le travail des défenses? Alors moi, je dis c'est un grand non, tout de suite. Moi, je suis contre tous les bonus offensifs, bonus de meilleur tour en course, bonus de machin. Tout ça, pour moi, ça n'a rien à faire là. Tu gagnes ou tu perds, point barre. L'important, c'est les 3 points, mon ami. Déjà, oui. Déjà, je trouve que malheureusement, en rugby, oui, ça peut être intéressant d'un point de vue comptable pour certaines équipes. Après, quand on est de l'extérieur, c'est sortir la calculette quand tu regardes un match, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Voilà. Et puis c'est toujours pareil, je veux dire, tu vas mettre un bonus défensif par exemple à une équipe qui va perdre de moins d'un touchdown, donc s'ils perdent 60-56, tu vas bonifier le travail de la défense. Oui, en plus. C'est un peu, voilà, c'est ce que je trouve un peu particulier avec ce type de règles. Je suis pas un fervent défenseur de ça. Non, merci. Fidèle Gastro, le fidèle justement. Selon vous, qui est le plus difficile à trouver pour une équipe, un bon quarterback ou un kicker fiable? C'est vrai que numériquement, je crois qu'il y a moins de kickers fiables. On commence à se poser la question. Ça reste le QB, mais oui, c'est quand même particulier en ce moment, les difficultés. Mais on a vu qu'un kicker, malheureusement, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher haut à la draft pour avoir un kicker digne de ce nom. Donc, c'est vrai. Quarterback, c'est moins vrai. Tarsvelder, à quelle semaine prédisez-vous la titularisation de Kyle Allen puis d'Alex Smith à la place de Dwayne Haskins? Bon, on va faire d'abord Kyle Allen. Encore 2-3 semaines. Je sais pas s'il joue en 5e semaine, mais ouais, après celle-là, ce serait pas impossible. Hein. Trubisky sera-t-il un quarterback titulaire pour une équipe qui ira chercher un quarterback à la draft dans les années à venir? Ah oui, une sorte de mec qui fait l'intermédiaire à la Ryan Fitzpatrick. Ça reprend une question de Lilius aussi qui disait Trubisky c'est fini pour l'interrogation. Ouais, à mon avis, ça va être un rôle à la Bortles l'année prochaine, je pense. Ah oui. Un rôle à la Bortles en QB2, je veux dire, en QB2 dans une équipe derrière un quarterback établi. Oui, Bortles l'an dernier aux Rams. Oui, pardon. Ouais, parce que là, le rôle à la Bortles, c'était le chômage jusqu'à la semaine dernière. Donc. Non, en QB2, je pense que ouais. Bonjour la fine QB2 équipe. entre guillemets de luxe. Exactement, oui, grosse guillemets. Black Noir, bonjour la fine équipe. Petite question sur les règles au niveau de la ligne offensive. Les linemen non admissibles peuvent-ils récupérer le ballon avant qu'il ne touche le sol si la passe a été déviée? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste des règles. Il me semble que oui, si ça ne passe pas la ligne de scrimmage. Oui, mais même, je me demande s'ils captent le ballon au-delà de la ligne de scrimmage, s'ils ne sont pas du coup sanctionnés pour être considérés comme des joueurs inéligibles. C'est vrai. Parce que je ne crois pas que le statut soit la même en fonction de s'il y a fumble et où du coup le ballon devient, entre guillemets, vraiment purement vivant et où il est dans les airs, où là, à partir du moment où il peut être réceptionné, mais ou par des joueurs éligibles de l'équipe qui lance, ou du coup par la défense pour créer l'interception.
Je rejoins les questions sur la ligne avec Géant Bleu qui demandait j'ai entendu les commentateurs sur le Chiefs Ravens lors de l'action avec un joueur de la ligne offensive parler de se faire signaler de sa participation à l'action offensive. À qui doit-il se signaler? Arbitre, staff, équipe ou autre? Notre camarade Jean-Michel lui a répondu dans les commentaires, c'est donc à l'arbitre qu'il faut se signaler. Et normalement, c'est censé être indiqué par le speaker. Oui. C'est lui qui précise que du coup, sur cette action-là, tel numéro est éligible. NSK06, qui des Giants ou des Jets ont le moins de chances de finir à 0-16? Le moins de chances. Donc celui qui va avoir le meilleur bilan. Je t'aurais dit les Giants, mais alors, franchement, ça va pas se jouer à peu de choses. Hein. C'est vrai. C'est vrai. On zappe la question de Pedro qui demandait quelle part de la faute revient aux joueurs des Falcons. Joey McQueen a une grande part de responsabilité, mais on ne se fondre pas autant. Il y a quelques blessures, mais ça n'excuse pas tout. Ah bah ouais, non, clairement, les mecs sont sur le terrain aussi, hein, donc à un moment, ça fait partie de leur droits de retrait. Ma question, pensez-vous que les Pats peuvent aller au bout avec un playbook offensif très axé sur le jeu au sol? Question d'Arthur. Arthur Lutte, pardon. Ils peuvent. Après, faut pas oublier le rôle de la défense. Donc, si l'attaque minimise les pertes de ballon et reste performant avec un jeu au sol extrêmement bien huilé, encore une fois, je me répète, mais c'est les ingrédients qui avaient été prépondérants en 2018. Hein. Donc, que ce soit Brady ou Newton, si le quarterback fait son taf et que la défense répond présent, il n'y a pas de raison que les Pats ne soient pas en kikinant jusqu'au bout. On termine avec la question de Tony Gonzalito. Salut les poulets, dans une vie antérieure, vous passez votre jeunesse à Springfield dans le Missouri et vous vous appelez Alan Mattei, Greg Richard, Ryan Villeroy, Ralph Mamjon et Cameron Sarbane. Vous voulez intégrer l'équipe de foot du lycée, mais quel serait votre poste de prédilection? Quarterback, linebacker, receveur, cheerleader, etc. Ou votre corps frêle trahit vos ambitions? Finalement, l'informatique, c'est pas mal. C'est ça. Alors, je tiens à dire, c'est pas que je tienne une grande fierté, hein, je soulève pas de la fonte et tout ça, mais je fais 1m85 pour 82 kg, donc j'estime pas que j'ai un corps frêle. Ok. T'entends, Aaron Donald? Alors, ceci étant dit, je choisirais un poste loin de la ligne. Oui, ouais. Après, oui, on a quand même des physiques de receveur ou de corner, quoi, au meilleur des cas. Moi, receveur par déformation, parce que j'étais gardien de but quand j'étais gamin, donc je captais des trucs. Écoute, moi, il y a un poste qui m'aurait bien excité si j'avais eu le temps à l'époque de pouvoir y jouer. Ça aurait été safety. Ah ouais. Moi, j'ai toujours dit, mais je crois qu'on en a déjà parlé dans quelques émissions, receveur lent. C'est parce que j'ai pas vraiment d'explosivité. Receveur screen. Je me retourne, on me donne le ballon et après j'attends les blocs. Receveur lent. C'est slot receveur lent. Ça me paraît pas mal. Ou alors punter. Sinon, Waterboy, c'est bien. Hein. Mais en ce moment, c'est pas très, c'est pas très Covid friendly, je pense. C'est vrai. Bon. Comme ça que se termine l'épisode numéro 365 du podcast Jean Actu. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Merci pour le record. On a battu un record de Tipeee sur le mois de septembre. On a fait 1017 ou 1000, je sais plus combien d'euros. Enfin, c'était un record. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent. N'hésitez pas à les rejoindre. Je fais les remerciements dans toutes les émissions du mardi. Je regroupe tous les noms de ceux qui ont participé dans la semaine. Il y a des stickers, il y a des sous-verts et il y a des magnettes qui vont arriver. Je le précise encore une fois. Et ouais, on va décorer vos frigos maintenant. Attention. Et on va faire des contreparties tournantes. Je teste un peu tous les trucs qui se font en termes de goodies. Je vais regarder un peu ce que ce sera la suite, mais on va arriver à court de pins. Là, le stock est terminé, quasiment. Donc, les pins seront remplacés par des magnettes. Merci donc encore une fois de nous suivre. Je sais que tu aimes bien les magnettes en plus, Greg, non? Je t'en enverrai un petit. Avec le plus grand des plaisirs. Et j'en profite d'ailleurs parce qu'il y avait Arthur Lutte qui nous posait une question tout à l'heure. Je crois avoir vu sur Twitter qu'il avait publié justement son sticker sur sa voiture, je crois. Yes, genre. Mais oui, parce que je force les gens dans le fauteuil. Oui, non, j'ai vu, mais c'est bien qu'au moins ils jouent le jeu. Ah bah ouais, j'ai pas encore eu beaucoup de preuves d'ailleurs, hein, en dehors d'Arthur, j'en ai eu que quelques-unes, mais normalement on a dit 8 sur 10 pour que je continue à en refiler là, cette semaine à mon avis, on va pas avoir le quota. Bon, merci encore une fois de nous suivre en tout cas, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeanActu en entier, @Yellow Radio ça pour Greg sur Twitter, @Matei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup Greg, et tu vas regarder ce sublime Jets Broncos bien sûr. Bien sûr, en replay. Exactement. Très bonne soirée à tous, très bonne semaine. À dimanche pour le fauteuil. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots. Tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto. Les meilleures recettes en TDAQ.
Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on